Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui terminer ce parcours un petit peu panoramique des linguistiques cognitives. Et je m'étais arrêté la dernière fois sur ce début de présentation de l'AFLICO, qui est donc la branche française de l'Association de linguistique cognitive. Et je voudrais commenter sur deux diapositives deux extraits qui apparaissent sur le site de l'AFLICO qui décrivent la conception défendue de la linguistique cognitive, et vous verrez, cela rejoint très, très clairement des points que nous avons déjà vus, mais avec une petite spécificité française tout de même. Alors, voici quel est vous voyez le mission statement, donc la déclaration d'intention, si l'on veut, de l'association. Donc, je lis et je commente. Sous l'intitulé « Linguistique cognitive » sont regroupées plusieurs théories apparentées, dont les plus importantes sont les suivantes, liste non exhaustive. Donc, Cognitive Grammar, donc là on l'a vu, c'est Langacker. On peut allumer peut-être si vous voulez, hein, vous êtes dans le noir là. Oui, hein, c'est mieux. Peut-être, pardon. Non. Ok, on laisse allumer comme ça. De toute façon, on voit suffisamment bien. Donc, Cognitive Grammar, c'est Langacker, on l'a vu. Théorie de la métaphore conceptuelle et théorie de l'intégration conceptuelle. J'oubliais Radical Construction Grammar, qui est donc la grammaire de construction. Théorie de la métaphore conceptuelle, on a vu que c'était Lakoff, on en reparlera. Théorie de l'intégration conceptuelle, on a vu que c'était Turner, Fauconnier. Bon. Donc, on a bien la confirmation que ces grandes orientations théoriques forment le noyau de la linguistique cognitive. Alors, le paragraphe suivant est intéressant. Ces théories ont entraîné une rupture radicale dans la vision globale de la structure propre de la langue, de sa genèse et de son évolution. Alors que la grammaire générative est une théorie formelle, postulant une faculté de langage innée et par conséquent universelle, la grammaire cognitive est une théorie postulant que la grammaire est dérivée de l'usage. Donc, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. En d'autres termes, la linguistique cognitive défend la notion que notre connaissance linguistique du niveau particulier, donc particulier à une langue, hein, les structures lexicales idiomatiques, jusqu'au niveau le plus abstrait, les structures syntaxiques, est tributaire de l'usage. Donc on a la référence à cette approche fondée sur l'usage, usage-based. Par opposition au nativisme de la linguistique générative, la linguistique cognitive postule que la grammaire interne est construite sur la base des usages spécifiques auquel l'apprenant est exposé lors du processus d'acquisition. Vous voyez que ça résume assez bien ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la linguistique cognitive. Alors maintenant, petite particularité non, c'est dans la diapositive suivante. Là cette diapositive-là continue la description, toujours donc en reprenant toujours cette espèce d'opposant, hein, ou d'opposé, qui est la grammaire générative. La linguistique générative et ses dérivés peuvent être caractérisés comme des théories formelles, dans le sens où la grammaire, qu'elle limite à la syntaxe, le reste étant relégué au lexique, lieu de l'irrégulier et de l'idiosyncrasique, comme le proclamait Bloomfield, n'est qu'une collection de règles pour la manipulation de structures elles-mêmes vides de sens. Donc c'est ce qu'on appelle le noyau algébrique de la théorie. En d'autres termes, la notion de sens ne fait pas partie de la grammaire propre, mais est située dans le lexique ou la pragmatique. Comme par exemple l'organisation de l'information dans l'énoncé, c'est-à-dire thème, rem, topic en anglais. En opposition donc avec ce caractère formel de la grammaire, la linguistique cognitive insiste fortement sur sa nature symbolique, donc nature symbolique de la grammaire. La grammaire n'est pas un système de représentation autonome, mais est un inventaire de structures symboliques. Donc, on l'a déjà vu, hein, les structures symboliques, ce qu'on appelle structures symboliques, dans le vocabulaire notamment de Langacker, mais qui est un vocabulaire repris par
par la plupart des auteurs s'inscrivant dans ce courant. Une structure symbolique, c'est un couple forme-contenu. Hein. C'est un couple qui n'est pas forcément un symbole au sens saussurien, c'est-à-dire il peut y avoir des liens entre forme et contenu, c'est ce qu'on va appeler l'iconicité. Mais le terme de symbole est malgré tout utilisé, alors que, vous vous souvenez, mais je crois que je l'avais déjà rappelé, chez Saussure, symbole s'oppose à signe. Hein. Le symbole ne serait pas arbitraire, il donne l'exemple de la balance qui est le symbole de la justice, parce que la balance évoque l'idée de plateaux qui doivent être équilibrés pour mesurer. Les anciennes balances étaient comme ça, on avait 2 plateaux et puis on mettait la chose qu'on voulait peser sur l'un et ensuite on mettait des poids sur l'autre jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Donc le fait que la justice soit symbolisée par une balance établit un lien de sens entre le signifiant et le signifié. Hein. Le signifiant, c'est-à-dire l'image d'une balance ou l'idée de la balance, plutôt l'image de la balance, a un rapport avec la signification de la justice. Bon. Ça, pour Saussure, c'est le symbole, et il oppose le symbole au signe qui, pour lui, est fondamentalement arbitraire. Alors que, ici, quand on parle de symbole, de forme symbolique, on parle de couple forme-sens sans aucune référence à la notion d'arbitraire. Au contraire, on le verra, les linguistiques cognitives sont très intéressés par le rapport iconique entre forme et sens. Bien. Donc, chacune de ces formes symboliques sémiotise l'expérience socio-physique et conceptuelle ordinaire, bon là il y a une coquille, hein, des êtres humains. Donc, le point intéressant ici, mais on l'avait déjà commenté, c'est que il y a à la fois la dimension individuelle, donc l'expérience conceptuelle, qui est l'expérience individuelle que l'on fait donc, de son propre système cognitif, et également l'expérience sociale, alors socio-physique, bon, comment dire, ce que je retiens surtout ici, c'est la dimension sociale. Socio-physique, c'est un peu obscur là, hein, je veux dire, franchement, mais on peut dire que il y a l'idée peut-être dans cette construction que la dimension corporelle joue un rôle également. Donc, au fond, on pourrait, à mon avis, gloser d'une manière un petit peu plus explicite l'idée que ces formes symboliques sémiotisent l'expérience sociale, physique, ou corporelle et conceptuelle, ordinaire des êtres humains. Donc, autrement dit, la grammaire, c'est du sens, ce sont des formes symboliques, au même titre que le lexique. Il n'y a pas cette distinction entre lexique et grammaire. Ceci ne nie nullement qu'une langue est également un côté formel réel. Alors, vous voyez ça, comment dire, c'est l'esprit de nuance quand même qui caractérise la présentation française de la linguistique cognitive, hein, ou dans les textes américains, même si ils sont d'accord avec cette idée, elle ne va pas être explicitée comme ça immédiatement, parce qu'on cherche d'abord à dire exactement le contraire de la grammaire générative. Bon, ceci ne nie nullement qu'une langue est également un côté formel réel. Les structures syntaxiques, morphologiques et phonologiques sont toutes soumises à des contraintes de combinaison. Donc il y a bien une sorte de règles de combinaison, donc une sorte de formalisme qui existe. De nouveau, ces structures de forme ne sont pas dérivées d'une structure abstraite innée, hein, mais elles sont dérivées de l'usage, par des mécanismes d'abstraction, de catégorisation, de schématisation, qui sont les mêmes que ceux par lesquels la cognition humaine procède à l'abstraction et à la schématisation du sensible et du réel. Donc vous voyez, ça c'est une autre formulation de cette idée que des mécanismes cognitifs généraux qui sont utilisés pour l'ensemble du sensible et du réel sont utilisés spécifiquement pour le langage. Mais, sont utilisés spécifiquement, je veux dire, sont utilisés aussi pour le langage d'une manière spécifique, mais ce ne sont pas des mécanismes qui sont propres, ce ne sont pas des mécanismes cognitifs propres au langage. Alors, dernier... comment ça se fait que j'ai pas... Ah non, oui, je l'ai pas...
Ah oui, pardon. Quand je parlais tout à l'heure de spécificité française, je faisais référence à ce paragraphe-là qui était dans la première de ces 3 diapositives sur la FLICO que j'ai présentée. Vous voyez, on a cette remarque, bien que la linguistique cognitive soit le socle principal de la FLICO, l'association souhaite entretenir une discussion constructive et enrichissante avec différentes approches théoriques françaises en linguistique. En fait, ce qui est visé là, c'est notamment l'approche énonciative issue des travaux de Cuglioli. Pourquoi ? Parce que, concrètement, la FLICO en France, l'Association française de linguistique cognitive, elle est très majoritairement composée, cette association, les membres de cette association, sont très majoritairement des linguistes anglicistes. Pourquoi ? Parce que, voilà, ils maîtrisent bien l'anglais, ils travaillent sur ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, et donc ils ont cet intérêt pour la linguistique cognitive qui est produite principalement en langue anglaise. Or, avant l'émergence des linguistiques cognitives, le milieu des linguistes anglicistes en France était très majoritairement influencé par le modèle de Cuglioli, le modèle de la théorie des opérations énonciatives de Cuglioli. Donc, comme ce modèle est tout de même assez différent, disons, à des centres d'intérêt qui sont quand même très différents de ceux de la linguistique cognitive, il garantit, si vous voulez, une sorte de continuité ou d'intégration d'autres modèles issus de théorisation française, notamment Cuglioli, mais pas seulement, dans leur centre d'intérêt, tout au moins en termes de discussion constructive et enrichissante avec d'autres approches théoriques françaises en linguistique. Et vous voyez, ce faisant, elle se distinguera de l'association internationale donc, de linguistique cognitive. Donc il y a comme une ambiguïté de cette version française. Elle vise à développer les linguistiques cognitives, mais à intégrer aussi d'autres modèles. Oui ? J'ai l'impression que les cognitivistes ont une position intermédiaire quelque part entre Saussure, qui mettait réellement l'accent sur la dimension sociale, sociétale du langage, avec la dichotomie langue-parole, et puis les générativistes qui en fait évacuent totalement cette dimension-là, c'est-à-dire que d'une part on reconnaît la dimension formelle, mais en même temps on essaie de réintroduire un tout petit peu, ou même beaucoup, la dimension sociale. On a l'impression en fait qu'on essaie de prendre peut-être le meilleur des deux. Oui, oui. En effet, disons, il s'agit non pas d'un syncrétisme, comme on pourrait peut-être l'interpréter, je pense, mais c'est plutôt, si vous voulez, les principes de la linguistique cognitive qui conduisent à intégrer l'ensemble des aspects, au fond, du monde extérieur, c'est-à-dire donc le monde social, le monde physique, le corps, etc., dans la description linguistique, puisque, au fond, à la différence donc du structuralisme saussurien qui, lui, récuse par principe toute référence à la fois au monde et au système cognitif pour défendre une sorte d'immanence du système des signes. Le système des signes est autonome chez Saussure, il est indépendant à la fois du monde et des processus cognitifs. Il y a une sorte de logique interne du système linguistique fondée sur la théorie de la valeur et sur le système d'opposition différentielle des signes entre eux, qui fait que on ne fait plus de la linguistique en quelque sorte si on se réfère à l'esprit ou au monde, dans une perspective saussurienne. Et dans une perspective chomskienne, on essaie de décrire un système cognitif
individuel, mais en tant qu'il est la manifestation d'une grammaire universelle héritée génétiquement. Donc là, on est effectivement complètement du côté de l'individu et de l'espèce, bien sûr, hein, puisque c'est hérité génétiquement. J'ai bien compris, parce que j'ai lu l'introduction du Handbook of Cognitive Linguistics, dans lequel l'auteur revient justement sur ces deux approches. Et là, il dit que la langue est tout de même définie au sens saussurien comme un ensemble de conventions sociales. Donc, quelque part, il y a tout de même une dimension sociale avec une référence à la société. Oui, alors, si vous voulez, la dimension sociale chez Saussure, elle est là pour justifier le fait que les langues sont chaotiques et évoluent en fonction de phénomènes de transmission sociale. En fait, l'aspect... bon, alors c'est sûr qu'on peut prolonger Saussure dans une forme de sociolinguistique, mais on sort forcément de la description structurale, parce que cette dimension sociale de la langue, chez Saussure, me semble-t-il, elle vise principalement à prendre en charge d'abord le fait que les langues évoluent, le fait que les langues changent. Donc elles changent sous l'influence de différents facteurs, mais en tout cas, elles changent notamment parce que la langue est transmise d'une génération à l'autre, hein, donc par des phénomènes sociaux au fond, et puis avec des interactions d'influence avec d'autres langues, etc. Mais ça c'est moins le problème de Saussure. Donc il y a le principe d'une dimension sociale de la langue qui fait que Saussure admet que la langue est fondamentalement chaotique, au fond, qu'elle n'obéit pas à une sorte de logique cognitive, mais qu'elle est chaotique parce qu'elle dépend de l'évolution des sociétés et toutes sortes de paramètres. Et donc, c'est un principe, mais qui, dans la description technique, au fond, pour ce qui concerne la conception générale de l'entité linguistique qu'est le signe, chez Saussure, ne dépend de rien d'autre que de son opposition avec d'autres signes. C'est la théorie de la valeur, c'est la définition différentielle du signe linguistique. Donc, il y a vraiment une autonomie, hein, du système linguistique. Alors, là encore une fois, par principe, hein, au plan théorique. Après, dans la description linguistique, comment dire, il y a peut-être des aspects, des moments où Saussure prend en charge un certain nombre de facteurs sociaux, voire cognitifs, hein. Mais ça va être, non pas quand il parle du système de la langue en tant que système de valeur, mais du système de la langue en tant que mécanisme de la langue. Bon, c'est un peu compliqué, mais disons qu'il y a ces deux aspects chez Saussure. Il y a le système de la langue comme système de pure valeur, et c'est ça qui est visé comme étant un modèle à ne pas suivre par les cognitivistes. Mais chez Saussure, il y a aussi l'aspect du mécanisme de la langue, où là, du coup, il y a moins d'arbitraire, c'est l'arbitraire relatif, c'est plus l'arbitraire absolu du signe, etc., etc. Et ça, c'est un autre aspect de la linguistique saussurienne. Il y a ces deux plans, un plan, disons, purement épistémologique sur la théorie du signe, et puis un plan de la pratique des études linguistiques qui, au fond, réintègre un certain nombre de paramètres qui sont évacués dans la définition épistémologique du signe. Alors, donc voilà pour l'Association française de linguistique cognitive. Vous pouvez regarder, il y a aussi une revue, etc., etc. Alors je poursuis et sur donc le développement. Je reviens donc là au site de l'Association internationale de linguistique cognitive, qui donc explique que l'influence de l'association s'est étendue dans différents pays
et que des colloques ont eu lieu au départ en Asie et en Chine, etc. Par ailleurs, donc, ils insistent, c'est un point extrêmement important, sur les relations. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, en particulier dans la linguistique cognitive, c'est cette ouverture vers d'autres disciplines, psychologie, anthropologie, sociologie, sciences cognitives. Hein. On a quand même une ouverture de l'approche linguistique par rapport à d'autres approches qui sont très très fermées sur des types de modélisation, etc. Là, disons qu'on a l'intérêt de la linguistique cognitive, je trouve, c'est qu'elle donne à penser. Hein. D'autres linguistiques donnent moins à penser, mais donnent à faire, c'est-à-dire sont plus techniques, technicistes. Et bon, passons. Alors, le dernier, ça c'est sur le dernier colloque, vous voyez, a eu lieu en juillet 2017 en Estonie. Vous pouvez trouver sur le site, hein, et alors ça je vous le signale parce que pour ceux d'entre vous qui ne... Je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont envoyé des propositions de sujets, hein, en général j'essaie de répondre assez rapidement. Si jamais vous voyez qu'au bout d'une semaine je ne vous ai pas répondu, c'est que votre mail, soit je l'ai perdu, soit... Donc n'hésitez pas à me réécrire hein, dans ces cas-là. Donc ceux d'entre vous qui n'ont pas encore trouvé d'idée, vous pourrez en trouver là. Hein. Vous voyez, le livre des résumés. Ça c'est... Le Book of Abstracts, chaque fois qu'il y a un colloque, il y a toujours un Book of Abstracts, enfin pour les colloques, disons bien organisés, c'est-à-dire chaque conférencier a envoyé pour être sélectionné, parce que vous savez que quand on veut participer à un colloque, en général, enfin, je vous explique ça, peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être certains d'entre vous ne le savent pas. Quand on veut participer à un colloque, qu'on est universitaire, qu'on est chercheur, doctorant par exemple, eh bien, on reçoit une information disant, voilà, dans un an, il va y avoir un colloque dans tel pays, sur tel sujet. Si vous voulez participer, envoyez un résumé de 500 mots avec une bibliographie, etc. Bon. Donc vous envoyez un résumé, et puis il y a un comité d'experts scientifiques qui regarde tous les résumés, qui regarde si ça tient la route, si c'est cohérent avec le thème du colloque, et puis vous recevez ensuite une réponse en vous disant bon bah on vous prend ou on vous prend pas. Bon. Si on vous prend, votre résumé il est ajouté au livre des résumés. Donc un résumé c'est une page quoi, maximum. Alors vous voyez, là c'est le Book of Abstracts, c'est-à-dire la liste de l'ensemble des résumés sur le dernier colloque de linguistique cognitive qui a eu lieu, le dernier grand colloque international de linguistique cognitive qui a eu lieu, et vous avez 588 pages avec donc une variété de sujets et de possibilités de réflexion qui est très très grande. Donc si vous êtes un peu perdu pour trouver un sujet, ou si vous voulez trouver de la bibliographie en rapport avec un sujet que vous voulez traiter, vous pouvez regarder de près, c'est accessible en ligne, hein, c'est un PDF accessible en ligne, vous pouvez regarder de près ce document en faisant une recherche éventuellement, pas en lisant tout évidemment, hein, mais en regardant un peu la table des matières, les titres qui vous intéressent, ou alors en faisant une recherche par mots-clés pour trouver des références qui pourraient être intéressantes pour votre sujet. C'est au fond un outil très utile puisqu'on a là l'actualité vraiment des sciences cognitives. Et puis vous pouvez même suivre. Il y a quelques conférences en ligne, donc vous pouvez suivre une conférence de Langacker. Hein, c'est la conférence qu'il a faite à cette occasion en juillet 2017. Alors, je vous ai indiqué, donc 2017 c'était en Estonie, à Tartu, et vous voyez tous les pays dans lesquels les différents... C'est tous les 2 ans, hein, donc il va y en avoir une en 2019, mais je ne sais pas où. Donc en Angleterre, au Canada, en Chine, c'était où là je ne l'ai pas indiqué. Bref, en Espagne, en Californie, en Suède, Amsterdam, bon, mais jamais en France encore. Hein. Bon, c'est pas très étonnant, la linguistique cognitive est assez peu développée en France aujourd'hui. Hein. C'est, au fond, là, le fait que dans un cours de linguistique, vous ayez un cours de linguistique cognitive, c'est vraiment pas courant en France. Hein.
Ça existe, mais c'est pas courant. Alors, quelques conclusions, donc, sur ce panorama. Donc, vous l'avez bien vu, les linguistiques cognitives se définissent d'abord contre la linguistique générative, la grammaire générative, notamment par cette idée qu'elles sont fondées sur l'usage, donc sur l'observation réelle des langues, ce qui se produit réellement dans les langues. Elles ont des outils théoriques assez variés, il n'y a pas un modèle unique comme le modèle chomskyen, qui évolue. Il y a plusieurs versions, depuis la théorie standard étendue, X-bar, bref, il y a plusieurs modèles, jusqu'au modèle minimaliste. Mais quand le modèle évolue, c'est parce que Chomsky a modifié le modèle. Tout le monde suit. C'est pas une convergence. Alors que là, on n'a pas un modèle unique, mais des principes communs. Donc, je le formulerai de cette façon-là, l'étude du langage à partir de son extériorité, cognition, corps, interaction sociale. Et donc, ça les conduit à s'intéresser aux points communs d'abord plutôt qu'aux différences entre les langues, donc un point de vue assez universaliste, mais sans pour autant négliger les implications cognitives des différences linguistiques. Donc, la linguistique cognitive, bien sûr, s'intéresse aux choses communes entre les langues, mais également à ce qui est spécifique aux langues et du coup à ce que la spécificité des langues induit comme spécificité cognitive. Bon, j'ai insisté également sur le rapport de la linguistique avec d'autres disciplines, psychologie, sociologie, etc. Le courant des linguistiques cognitives est donc aujourd'hui très bien représenté dans le monde. Et puis il y a un certain nombre de problématiques privilégiées qu'on va donc explorer. La catégorisation, avec ces notions de prototypicalité, donc la notion de prototype, de sémantique du prototype ou de théorie du prototype, le problème de la polysémie, les modèles cognitifs, les images mentales, la métaphore conceptuelle, donc tout ça renvoie à des problèmes de catégorisation. Les questions d'iconicité et de naturalité, qui sont des principes fonctionnels. L'interface conceptuelle entre syntaxe et sémantique, là il manque une virgule, la grammaire cognitive, donc au sens de Langacker, la grammaire de construction, qui sont donc là des modèles théoriques, et puis cette dimension expérientielle et pragmatique des usages langagiers, la relation entre pensée et langage, incluant donc le problème du relativisme ou celui des universaux conceptuels. Donc, je rappelle le plan. Alors le plan idéal, il n'est pas certain qu'on ait le temps de voir la troisième partie, on verra à quelle vitesse ça avance, mais au moins, donc on a vu dans un premier chapitre, disons, le contexte historique du développement des linguistiques cognitives, et là, on va maintenant entrer dans le détail de l'analyse de ces concepts. On va avoir dans quelques semaines une jeune collègue qui vient de soutenir son doctorat sur les métaphores, qui viendra faire un exposé dans le cours début décembre. Je ne me souviens plus de la date précise, mais je vous redirai cela. Alors, je commence par le premier point, la catégorisation. Une question, un sujet qui a été introduit principalement par Lakoff, à partir d'un livre dont le titre est sans doute un peu énigmatique, Women, Fire and Dangerous Things, et sous-titre Ce que les catégories révèlent au sujet de l'esprit. Donc c'est vrai, c'est le sous-titre qui est important et qui est informatif, c'est un travail sur la question des catégorisations. Et bon, je vous en reparlerai plus tard plus en détail, mais l'idée ici c'est parce qu'il y a une langue dans laquelle il y a une catégorie qui regroupe femmes, feu et des choses dangereuses. Bon, donc comme c'est une catégorisation un peu originale, surprenante, amusante, c'est un titre qui a marqué les esprits. Donc si vous avez le temps, vous pouvez lire ce livre, il fait un peu partie de l'histoire des idées linguistiques maintenant, puisqu'il est déjà ancien, mais ça reste intéressant, bon, bien que quand même les concepts aient considérablement évolué depuis. Alors, voici comment, dans l'introduction, il présente son projet. Son projet,
c'est de défendre ce qu'il appelle l'expérientialisme contre l'objectivisme. Alors on peut commenter un peu cette citation. Donc, ce livre tente de rassembler un certain nombre de preuves pour une conception de la raison qui est incorporée ou incarnée et imaginative. Donc, vous voyez, ça c'est aujourd'hui une idée tout de même qui est assez bien acceptée, que la raison humaine, la pensée si vous voulez, la raison, n'est pas quelque chose de purement abstrait, comme une sorte de computation mentale, mais que il y a des dimensions corporelles et imaginatives dans la raison. Vous avez peut-être vu passer un livre de Damasio sur ce sujet, l'erreur de Descartes, qui défend ce genre d'idée. C'est devenu quelque chose d'assez commun aujourd'hui de dire que sans les émotions, on ne peut pas raisonner. Il y a des pathologies de gens qui perdent par exemple la capacité d'avoir des émotions. Il y a un cas célèbre comme ça de quelqu'un qui avait perdu la capacité des émotions à la suite d'un accident. On ne peut plus raisonner si on n'a pas les émotions. Donc il n'y a pas une séparation entre la raison et les émotions. Il y a une association, disons une interaction entre les deux. Voilà. En particulier, du point de vue cette perspective très générale, c'est l'idée que la raison n'est pas un pur calcul, une pure computation mentale, et en particulier la preuve que et en particulier, la preuve vient du fait que vient de l'étude de la façon dont les gens catégorisent, font des catégories. Les systèmes conceptuels sont organisés en catégories et la plupart d'entre eux, sinon tous, et notre pensée, quasiment intégralement, implique ces catégories. La perspective objectiviste, donc à laquelle il s'oppose, repose sur une théorie des catégories qui remonte au grec ancien et qui, toujours aujourd'hui, est considérée comme étant vraie, mais d'une manière évidente et inquestionnable. Bon. Cependant, des études contemporaines sur la façon dont les êtres humains catégorisent effectivement les choses suggèrent que la catégorisation est une chose différente et plus complexe. Donc ça, on le verra en détail après, sur la différence entre la catégorisation de type objectiviste ou aristotélicienne, ou on dit aussi par conditions nécessaires et suffisantes, et puis la catégorisation selon la théorie du prototype. C'est ça qui est visé ici. Ce qui est le plus intéressant pour moi au sujet de ces études est qu'elles semblent fournir des preuves pour une conception expérientialiste de la raison humaine et contre une conception objectiviste. Prises une à une, ces études sont des choses auxquelles seuls les universitaires peuvent s'intéresser, mais prises comme une totalité, il y a quelque chose de magnifique à leur sujet, la preuve que l'esprit est plus que deux choses. L'esprit n'est pas seulement donc un miroir de la nature ou un processeur de symboles. C'est-à-dire qu'il n'est pas contingent que l'esprit, il n'est pas contingent pour l'esprit que nous ayons un corps. Donc c'est la dimension corporelle de l'esprit. Et que la capacité pour une pensée, pour la compréhension et pour la signification, va bien au-delà, nos capacités de compréhension et de signification vont bien au-delà de ce qu'une machine peut faire. Donc vous voyez que le point de départ de ce livre, c'est
expérientialisme versus objectivisme. Donc on y reviendra plus tard parce que je vous reparlerai un peu de l'objectivisme, mais vous voyez, l'idée de l'objectivisme, selon, grosso modo, hein, l'idée d'objectivisme selon Lakoff, c'est l'idée que dans l'objectivisme, il y a d'une part un monde préexistant qui est là, indépendamment de notre esprit, et que notre esprit ne fait que refléter. Et par ailleurs, le fonctionnement de notre esprit serait assimilable, ça c'est toujours la position objectiviste, serait assimilable à des calculs, donc comme un ordinateur. Donc dans ces deux cas, si nous ne faisons, par exemple, grâce à nos systèmes sensoriels, hein, que récupérer des informations qui sont dans la nature, mais les récupérer passivement, c'est-à-dire enregistrer les informations qui nous viennent, nous acceptons que nous recevons le monde tel qu'il est. Et puis qu'à partir de ces informations, il y a une sorte de calcul qui se fait dans notre esprit. Alors, ça, ce serait la vue objectiviste. La vue expérientialiste, elle consiste à dire que notre système cognitif nous conduit à voir dans le monde selon un certain nombre de catégories que nous possédons. Que nous ne recevons pas le monde comme étant... nous ne recevons pas le monde comme étant déjà structuré. Notre système de catégories va structurer le monde, d'une part, et par ailleurs, notre système de catégories est en partie dépendant de notre propriété corporelle, du fait que nous ayons un corps. Bon, donc à l'époque, c'était quelque chose d'assez puissant comme idée. C'est devenu des lieux communs, tout ça, mais aujourd'hui, à l'époque, c'était assez, disons, assez radical comme point de vue. Alors, je vais commencer un tout petit peu à partir d'un exemple très parlant, puis qui a en plus joué un rôle important dans l'histoire des linguistiques cognitives, qui est la question de la catégorisation des couleurs. Alors, c'est un exemple très intéressant, justement, parce que dans le cas de la catégorisation des couleurs, on voit bien que les catégories que nous percevons, parce que quand nous percevons des couleurs, nous voyons, je sais pas, du bleu, du vert, du rouge, et je veux dire, on peut peut-être dans certains cas hésiter entre le bleu et le vert, mais pas par exemple entre le bleu et le rouge. C'est-à-dire, pour nous, ces catégories, elles sont relativement claires. Hein. Je veux dire, si on vous donne des échantillons de couleurs avec pas trop d'intermédiaires, hein, avec du bleu bien bleu, du vert bien vert, du rouge, vous les classez, tous les rouges ensemble, tous les verts ensemble, sans aucune difficulté. Donc, on a bien dans notre esprit un moyen de classer les couleurs, de les catégoriser. On a des catégories de couleurs. Les couleurs sont des catégories. Mais ces catégories n'existent pas dans le monde. Dans le monde, il y a une continuité de longueurs d'onde qui parviennent à notre système visuel. Plus exactement, les choses se passent de la façon suivante. La lumière se reflète sur les objets. Hein. Cette lumière est analysée par notre système visuel via un système, je ne veux pas entrer dans le détail, mais de cônes et de bâtonnets qui correspondent à des neurones qui vont envoyer une information en fonction de la longueur d'onde qui est perçue, hein, de la lumière qui est reçue ici. Et ensuite, à partir de cette information, on va dire que cela correspond à telle ou telle couleur. Mais évidemment, la couleur dépend de la lumière. Donc, je veux dire, cette pomme, elle apparaît rouge ici, mais elle pourrait apparaître d'une autre couleur avec une autre lumière, par exemple. Hein. Bon, donc, la couleur, elle n'est pas dans le monde. Elle est bien construite par notre cerveau. Donc, c'est un exemple intéressant parce que c'est une catégorisation qui, en effet, provient de notre esprit. Donc, cette discontinuité
qui existent dans le monde et que présuppose notre expérience des couleurs, la discontinuité des couleurs, hein, le fait qu'il y ait du rouge, du bleu, etc., elle n'est pas dans le monde. Hein. Elle est produite par notre système cognitif. Et à partir de là, il y a deux hypothèses. Est-ce que nous voyons les couleurs comme nous les voyons en raison du fait que nous, en tant qu'êtres humains, sommes dotés d'un certain système perceptif qui sera peut-être différent pour d'autres espèces vivantes, mais en tout cas pour l'être humain, tous les êtres humains, nous avons un système de perception, de la perception visuelle qui a certaines propriétés et qui ferait que nous voyons tous les mêmes couleurs. Parce que la question se pose à partir du moment où la couleur n'est pas dans le monde, mais qu'elle est dans notre esprit. Comment se fait-il que nous voyons tous les mêmes couleurs, sauf si nous sommes daltoniens ou je ne sais quoi, hein, ou si on a des problèmes visuels, mais bon, dans le cas général, nous voyons tous les mêmes... Enfin, est-ce qu'on peut supposer, c'est une question, nous voyons peut-être tous les mêmes couleurs. Mais l'autre hypothèse, qui ne serait pas universelle, c'est que on voit les couleurs en fonction des noms de couleurs qui existent dans notre langue et des noms de couleurs que nous avons appris. Il est possible que ce soit ça, que je vois du vert ou une différence entre du vert et du bleu, parce que dans ma langue, il y a cette distinction et que j'ai éduqué mon système visuel à segmenter le continuum perceptif de cette façon-là. Donc, par exemple, alors, est-ce qu'il y a des étudiants japonais ici ? Bon, il y a, semble-t-il, mais je parle sous réserve, hein, parce que je ne connais pas la langue, un mot en japonais qui regroupe le bleu et le vert. Et puis, en russe, là je sais qu'il y a au moins une étudiante russe, est-ce qu'elle est là aujourd'hui ? Oui, vous êtes là. Donc, en russe, vous avez deux mots différents. Alors là, les couleurs sont pas très... C'est un mot pour le bleu foncé et un mot pour le bleu clair, disons. Sini et Goluboy. Vous êtes d'accord ? Alors, est-ce que vous pouvez, puisque vous parlez la langue, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous voyez la différence entre ces deux bleus ? Non, oui, mais c'est pas violet, hein, c'est bleu foncé. Le bleu foncé, c'est plutôt comme le reste de mon voisin. C'est le bleu foncé. Oui, bah bleu foncé, oui. Ou peut-être, je sais pas. Non, mais sinon, Goluboy, Sini, vous décririez comment la couleur décrite par le russe Sini ? Bleu foncé, voilà. Donc, alors ma diapositive, en fait, en raison du projecteur, est assez mauvaise, mais ici, il faut imaginer du bleu foncé, une opposition entre bleu foncé et bleu clair. Bon, alors, la question qui va se poser à un moment donné, c'est est-ce que les locuteurs du russe ne voient pas le même monde que les locuteurs de l'anglais ? C'est-à-dire, là, pour des Russes, non, on peut dire, pour eux, il y a deux couleurs, vraiment, deux choses différentes. Alors que pour d'autres, il y a juste deux nuances d'une seule et même couleur. Vous voyez ? Donc, si on a une hypothèse universaliste, on considère que tous les êtres humains perçoivent les couleurs de la même façon, et dans une hypothèse relativiste, on perçoit les couleurs selon le vocabulaire des couleurs dont nous disposons. Alors, cela fait référence à une hypothèse très connue qu'on appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui est donc ce qu'on appelle aussi parfois le relativisme linguistique. Alors, je vous donne ici juste une citation de Whorf, et puis je terminerai le cours sur le commentaire de cette citation. Voici donc une citation qui date d'un texte de 1940 qui a été publié ensuite en 1956. Le système linguistique d'arrière-plan, en d'autres termes la grammaire de chaque langue, n'est pas seulement un instrument de reproduction servant à vocaliser des idées. Donc vous voyez,
Quand Lakoff disait « l'esprit n'est pas un miroir de la nature », c'est la même idée, hein, n'est pas seulement un instrument de reproduction servant à vocaliser des idées, mais il est lui-même formateur d'idées. Le programme est le guide de l'activité mentale de l'individu, de son analyse des impressions, de sa synthèse de ses ressources mentales. La formulation d'idées n'est pas un processus indépendant, strictement rationnel au sens ancien du terme, mais fait partie d'une grammaire particulière et diffère d'une grammaire à l'autre dans des proportions plus ou moins grandes. Donc vous voyez, votre pensée, autrement dit pour le dire très brutalement, votre pensée dépend de votre langue. Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes, parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux kaléidoscopique d'impressions qui doit être organisé par notre esprit, c'est-à-dire en grande partie par nos systèmes linguistiques mentaux. Nous sommes ainsi confrontés à un nouveau principe de relativité, selon lequel les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, à moins que leurs ressources linguistiques ne soient similaires ou puissent être ajustées de quelque manière. Donc c'est une formulation de cette idée que les langues conditionnent notre vision du monde. Hein, c'est ça, grosso modo, l'hypothèse de Sapir-Whorf. Alors, dans le cas des couleurs, si on est partisan de cette hypothèse, on aura tendance à défendre, en effet, l'idée que, eh bien, si j'ai deux mots pour le bleu comme en russe, et que je suis russe, je vais voir deux couleurs différentes. Alors que si j'ai un seul mot pour le bleu, comme en français ou en anglais, je ne vais voir qu'une seule couleur. Donc je vois le monde différemment selon la langue dont je dispose. Alors, mademoiselle, je pose une dernière question avant de terminer. Est-ce que pour vous, Sini, Goluboy, vous diriez comme ça, spontanément, que ce sont deux couleurs? Oui, pour vous, c'est deux couleurs. Ce sont deux couleurs. Ce ne sont pas deux nuances de la même couleur. Mais pour moi, ce sont plutôt deux couleurs différentes. Oui, voilà. Non, mais bon, alors que c'est très difficile, je trouve, moi, pour les francophones, par exemple, de voir autre chose qu'une seule et même couleur avec des nuances différentes. Donc là, ça tendrait à montrer que l'hypothèse relativiste est plutôt juste. Alors, la semaine prochaine, on verra comment des études contemporaines nous permettent d'avancer sur cette question. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Plutôt du coup l'hypothèse cognitiviste, oui. Qui disait qu'il y avait une différence dans la distinction des couleurs entre les hommes et les femmes. Pourquoi il n'y avait pas d'explication, mais que souvent les femmes avaient tendance à avoir plus de nuances dans les couleurs que les hommes. Et par exemple, bon, et après évidemment ça a été très médiatisé parce que voilà, mais et donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, ça pourrait dire qu'il y a une différence. Oui, bon, on va voir que de toute façon, la réponse, elle est compliquée. La réponse, elle est compliquée. C'est-à-dire, les deux aspects sont un peu justes, mais il faut les articuler. Sur la différence homme-femme, oui, là, je ne sais pas, peut-être, regardez les podcasts de France Culture, une émission qui s'appelle Les Matins de France Culture. Steven Pinker, qui est un intellectuel américain, mais qui est linguiste au départ, enfin, et qui est un cognitiviste, mais plutôt de tendance au départ un peu chomskienne, mais qui maintenant travaille sur la violence dans les sociétés, etc. Voilà, donc un tout autre sujet. A fait un certain nombre d'études pour montrer effectivement la différence de système cognitif, la différence de fonctionnement cognitif entre hommes et femmes. Hein. Mais ce sont des différences statistiques. Et bon, alors évidemment, il s'est heurté aux objections de féministes qui défendent l'idée qu'il n'y a pas de différence, etc. Mais bon, lui, il maintient l'idée que statistiquement, il y a effectivement des facilités qui sont plus masculines, d'autres qui sont plus féminines, du point de vue cognitif.
Et encore une fois, statistiquement, c'est-à-dire qu'un individu donné peut très bien ne pas correspondre à son type général. Sur la question des couleurs, je n'ai pas d'informations sur le fait qu'il y aurait une différence homme-femme. Si vous retrouvez la référence, c'est intéressant, vous nous en reparlerez. Hein. Pas d'autres questions ? Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.